cours de ce matin, on va poursuivre les critères sur les séries à terme positif. Donc on s'était quitté sur le critère du N-alpha. Le critère du N-alpha, on l'avait présenté comme une comparaison à une série de Riemann, puisqu'il s'agissait de dire que AN était négligeable devant A sur n à la puissance alpha ou dominé par A sur n à la puissance alpha. Donc on a notre critère quelque part spécifique de comparaison aux séries de Riemann. Maintenant, comme on a une deuxième série de références qui sont les séries géométriques, dont j'ai rappelé la nature, donc après les séries de Riemann, on va avoir des comparaisons qui sont spécifiques aux séries géométriques. Donc c'est ce qu'on va voir dans cette sous-section, les comparaisons aux séries géométriques. Alors on sait déjà qu'une série géométrique de raison Q nombre complexe est convergente si et seulement si le module de Q est strictement plus petit que 1. Ici il s'agit de se placer dans le cadre des séries à terme strictement positifs et de voir ce qu'on peut énoncer comme principe de comparaison géométrique. Alors le principe de comparaison géométrique, comme il fait intervenir le quotient de deux termes consécutifs, ça va conserver des séries à terme général qui ne s'annulent pas, déjà au moins à partir d'un certain rang. Et comme on est dans le cadre des séries à terme positifs pour pouvoir utiliser les critères des séries à terme positifs, on va donc se donner tout naturellement au départ une série qui est à valeur strictement positive. Alors j'insiste bien, au moins à partir d'un certain rang, mais de toute façon tout ce qu'on dit c'est au moins à partir d'un certain rang, puisqu'on sait qu'à partir d'un certain rang, la nature de la série de toute façon ne sera pas modifiée si on modifie un nombre fini de termes. Donc l'énoncé des principes dit la chose suivante: si le rapport de deux termes consécutifs à n plus 1 sur n est majoré par une constante k, bon, évidemment strictement positive, mais surtout strictement plus petit que 1, alors la série de termes générale à n converge. Et on va voir que dans ce cas-là, on va faire une comparaison à la série géométrique de raison k. Et s'il existe un rang à partir duquel an plus 1 sur an est supérieur ou égal à 1, alors on va démontrer que la série DAN diverge grossièrement. Donc on va passer à la démonstration de ce principe. Donc démonstration, on va voir des types de raisonnements d'ailleurs qu'on a déjà vus dans les suites numériques lorsqu'il s'agissait d'établir des résultats de croissance comparée. Donc démonstration. Donc on suppose qu'on a une suite à terme positif qui vérifie cette propriété. Vous avez bien noté que le rapport à n plus 1 sur an est un terme télescopique, pour le produit par contre, mais c'est un terme télescopique. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va écrire ces inégalités-là, les inégalités qu'on a obtenues, pour pouvoir exploiter ce produit télescopique. Donc j'écris la première inégalité, celle que j'obtiens pour an0, la seconde, celle que j'obtiens pour an0 plus 2, etc. Et je vais aller comme ça jusqu'à la dernière. Alors la dernière, moi ce qui m'intéresse, c'est de récupérer an. Donc la dernière que je vais écrire, elle va avoir comme numérateur an. Donc voilà les inégalités que j'écris. Ces inégalités, je veux les multiplier. Donc on sait que pour multiplier des inégalités, il faut vérifier que les termes sont positifs. Alors ici, ils sont non seulement positifs, mais ils sont strictement positifs, puisque la série est à terme positif. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais multiplier toutes ces inégalités. Alors en multipliant ces inégalités, comme on a un produit télescopique, on va s'apercevoir que le terme du dessus se supprime avec le terme du dessous, donc avec le dessus, dessous, dessus, dessous, dessus, dessous, il ne va plus nous rester que an sur a0. Donc dans le membre du milieu, le caractère télescopique nous permet de récupérer ceci, qui est toujours un terme strictement positif comme produit de termes strictement positifs, et il ne nous reste plus qu'à savoir combien de fois je multiplie k dans cette relation. Alors pour ça, vous connaissez la chanson, il faut trouver un invariant de boucle, c'est-à-dire quelque chose où on compte. Eh bien, vous voyez que l'endroit où on compte, finalement, c'est là. Là, j'ai n0 plus 1, n0 plus 2, donc ici, il faudrait que je sache exactement à quel compteur on est. Eh bien, il suffit de dire c'est n0 plus quoi. Et là, je vais récupérer le fameux compteur. Bon, c'est n0 plus n-0. Donc cet entier-là, je peux l'écrire comme ça. Donc des inégalités de ce type-là, on en a 1, 2 jusqu'à n-0. Donc on en a exactement n-0. Donc là, on a trouvé notre petit invariant de boucle, ce qui permet d'utiliser directement cet invariant pour pouvoir déterminer le nombre d'inégalités. Là, on a établi qu'il y avait n-n0 inégalités. Alors maintenant qu'on a établi ça, on voit bien apparaître une comparaison géométrique. Je vous rappelle qu'on est maintenant dans le cadre de comparaison des termes généraux de série. Il ne s'agit pas de déterminer la somme, il s'agit de déterminer la nature. Et là, on voit apparaître le terme général d'une série géométrique. Alors il faut encore un petit peu travailler cette inégalité.
Je vais la multiplier à chaque membre par AN0, qui est un terme strictement positif, donc il ne va pas changer le sens des inégalités. Et le k puissance n moins n0, je vais l'écrire k puissance n sur k puissance n0. Et le terme qui ne dépend pas de n, ben, je vais l'accoler au terme qui est déjà ici et qui ne dépend pas de n. Donc voilà la majoration qu'on a faite. Et là, on peut d'office conclure avec le critère de comparaison des séries à termes positifs, puisque je vous rappelle ici que la constante k est une constante qui est a priori dans l'intervalle ouvert 0,1. Donc, son module, mais qui est ici et sa valeur absolue, est bien strictement plus petit que 1. Donc, par nature des séries géométriques, j'en déduis que la série géométrique de raison K converge. En multipliant le terme général par ce nombre-là, on obtient encore une série convergente, par opération sur les séries convergentes. Et là, on n'a plus qu'à utiliser notre critère de comparaison, notre théorème de comparaison. Comme le terme général de AN est positif et qu'il est dominé par le terme général d'une série convergente, par théorème de comparaison des séries à termes positifs, par théorème de comparaison, on obtient que la série de termes général AN est bien convergente. Donc on a bien démontré que sur ce principe-là, on obtenait une série convergente et on a effectué effectivement une comparaison à une série géométrique. Donc la première partie du principe est établie. La deuxième partie devrait être plus facile puisqu'elle conduit à une divergence grossière. Alors, effectivement, c'est beaucoup plus facile puisque s'il existe un rang à partir duquel on a cette propriété-là, vous constatez donc que quel que soit n supérieur ou égal à n0, on va récupérer que an plus 1 est supérieur ou égal à an. Donc vous obtenez que la suite an à partir du rang n0, elle est croissante. Si elle est croissante, elle est donc minorée par son premier terme, et donc minorée par son premier terme qui est an0, qui est un nombre strictement positif par hypothèse. Donc cette suite étant croissante et minorée par n0, elle ne peut converger vers 0 puisque sa limite sera déjà supérieure ou égale à n0. Elle ne peut converger vers 0. Elle ne respecte donc pas la condition nécessaire de convergence. Je vous rappelle que pour qu'une série ait une chance de converger, il est déjà nécessaire que son terme général ne tende vers 0, et comme ici le terme général ne tend pas vers 0, eh bien la série AN, elle divergera effectivement grossièrement. Donc on a bien le principe sur les comparaisons géométriques qui est établi, qui est le théorème de d'Alembert. Alors, le même d'Alembert que dans le théorème de d'Alembert-Gauss sur les polynômes, mais là ça travaillera sur les séries. Donc il s'agit d'étudier le rapport AN plus 1 sur AN, mais plutôt que de savoir s'il est majoré par une constante qui est strictement plus petit que 1, le critère de d'Alembert est un critère asymptotique. C'est-à-dire qu'il va observer si le rapport AN plus 1 sur AN possède une limite finie. Et si c'est le cas, alors on pourra, selon que L soit strictement plus petit que 1 ou plus grand que 1, déterminer la nature de la série. Dans le cas strictement plus petit que 1, ça sera convergent. Dans le cas strictement plus grand que 1, ça sera clairement divergent. Et dans le cas où est égal à 1, on verra que ce critère est inopérant, c'est-à-dire que on ne peut rien dire avec ce critère-là sur la nature de la série, donc, ce qui nous invitera évidemment à procéder autrement. Alors on va passer à la démonstration du critère de d'Alembert qui est intéressante parce qu'elle va nous faire retravailler les définitions de limites. Donc dans ce type de critère, il faut bien maîtriser la définition de la convergence d'une suite avec des epsilon. Donc on va commencer les différents cas. Je vais déjà commencer le cas si L est strictement plus petit que 1. L'objectif étant de démontrer que la série converge. Et là, il ne faudra pas hésiter évidemment à utiliser le critère de comparaison géométrique qu'on a vu au-dessus. Donc on nous dit que le rapport AN plus 1 sur AN tend vers un nombre qui est strictement plus petit que 1. Alors, on va déjà faire un dessin pour essayer de voir ce que cela signifie géométriquement. Donc le nombre va être positif de toute façon puisque AN plus 1 sur AN est un nombre positif. Donc on imagine qu'on a 0, 1 ici et qu'on a notre suite qui tend vers un nombre L qui est strictement plus petit que 1. Donc on sait bien, ça c'est la vision qu'on a, qu'à partir d'un certain rang, tous les termes de la suite ils vont se confiner autour de L.
Alors nous, ce qu'on aimerait, c'est qu'il se confine autour de L, mais qu'il ne s'éloigne pas trop de L, en tout cas qu'il ne dépasse pas 1. Donc pour ça, il suffit de choisir une valeur de epsilon qui est adaptée. Alors, je vais dire qu'en posant epsilon va être égal à, je vais couper la distance en deux. La distance entre 1 et L, c'est 1 moins L. On peut mettre des valeurs absolues, mais ici elles ne sont pas utiles puisqu'on sait que L est strictement plus petit que 1. Donc la valeur de epsilon, je vais prendre 1 moins L sur 2, qui est bien un nombre strictement positif en vertu de ce qu'on sait sur L. Et je peux dire qu'à partir d'un certain rang, tous les termes de la suite, ils se confinent autour de L dans cet intervalle-là. Donc il existe un nombre entier naturel n0 tel que si n dépasse n0, alors la distance entre un et L sera majorée par notre epsilon, inférieur ou égal à epsilon. Donc ça veut dire que un il va se retrouver dans l'intervalle en orange ici, c'est-à-dire que un il va se trouver confiné entre L plus epsilon et L moins epsilon. Sachant que le L plus epsilon, il est ici, et le L moins epsilon, il est ici. Alors on sait bien ce que c'est que L plus epsilon, vu le choix qu'on a fait de epsilon, vu qu'on a coupé ici l'intervalle en deux. Mais en tout cas, il y a une chose qui est sûre, c'est que par choix de epsilon, ce terme-là va être strictement plus petit que 1, justement parce qu'on a coupé l'intervalle en deux. Donc si je résume ce qui m'intéresse ici, moi je ne prends que ce qui m'intéresse. Dès que n est plus grand que n0, on a déjà un qui est à coup sûr strictement positif, et qui est inférieur ou égal à ce nombre-là, que je vais appeler k, qui est strictement plus petit que 1. Donc j'ai posé k va être égal à L plus epsilon. Donc on est bien dans le cadre d'application du critère géométrique. On est bien dans le cadre d'application de ce critère, puisqu'on a montré qu'à partir du moment où il existe un rang à partir duquel le rapport, donc ici je vais quand même pas indiquer que un ça désigne évidemment la suite an plus 1 sur an. Donc on a récupéré que le rapport à n plus 1 sur an était majoré par un nombre qui était strictement plus petit que 1. On est donc pile dans le cadre d'application de notre critère géométrique qu'on vient de démontrer. Donc le critère de comparaison géométrique permet de dire que la série de termes général à n converge. Donc on récupère par comparaison géométrique que la série de termes général à n est une série convergente. Alors on va faire le même genre de démonstration si L est strictement plus grand que 1. Donc deuxième cas, qu'est-ce qui se passe si L est strictement plus grand que 1? Alors on va encore une fois travailler avec la suite un va être égal à an plus 1 sur an. Et on va regarder où est-ce qu'on va retrouver les termes de cette suite. Donc on commence par faire un dessin pour visualiser l'endroit où on se place. Donc là on sait que cette suite elle converge vers un nombre L qui est strictement plus grand que 1. Alors là, on va pas s'embêter, on peut être un petit peu plus large, on sait qu'au bout d'un certain moment, les termes de la suite, ils vont être situés dans cet intervalle-là. Pour ça, il suffit que je pose epsilon comme nombre L-1, qui est bien strictement positif. Si je pose cette valeur de epsilon-là, je sais que je peux trouver un rang n0 à partir duquel, si n dépasse n0, alors un sera, a priori, un-L sera plus petit que epsilon, ce qui va donc me permettre de dire que un sera supérieur ou égal à 1, ce qui, par définition de un, atteste que an plus 1 sur an sera supérieur ou égal à 1. Donc on vient bien de trouver un rang à partir duquel an plus 1 sur an est plus grand que 1. Comme an est une série à termes positifs, on peut utiliser la seconde partie du critère de comparaison géométrique de départ, pour dire que la suite à n elle sera donc croissante à partir du rang n0, et ça atteste que le terme général ne pourra pas tendre vers 0, et donc il ne pourra pas vérifier la condition nécessaire de convergence. Donc ça c'est ce qu'on avait raconté tout à l'heure. Donc la série de termes général à n est donc divergente, elle est même divergente ici grossièrement dans ce cas pathologique. Alors il nous reste à regarder le dernier cas, comprendre ce que signifie si L est égal à 1, le critère est inopérant. On va effectivement constater que pour les séries de Riemann, qui ne sont pas du tout adaptées justement aux critères géométriques, s'il y a un critère géométrique, un critère pour les séries de Riemann, on verra que, bien effectivement, les séries de Riemann, elles échappent complètement à ce critère, puisque, admettons que je prenne comme suite la somme harmonique, le terme général de la somme harmonique. Dans ce cas-là, on sait que la série de termes général 1 sur n est une série divergente.
Si vous calculez la limite du rapport a n plus 1 sur an, vous allez récupérer que ce rapport nous fait n sur n plus 1. C'est bien un terme qui tend vers 1 lorsque n tend vers l'infini. Et si je pose maintenant an va être égal à n, enfin 1 sur n au carré, dans ce cas-là, j'obtiens une série de Riemann qui est convergente, puisque l'exposant ici est bien strictement plus grand que 1. Si vous étudiez le rapport an plus 1 sur an, vous allez récupérer n carré sur n plus 1 au carré, qui est équivalent à 1, donc qui tend vers 1 lorsque n tend vers l'infini. Donc vous obtenez ici une série convergente avec un rapport qui tend vers 1, et une série divergente avec un rapport qui tend vers 1. Ce qui prouve bien que quand la limite est égale à 1, on ne peut strictement rien dire. Alors il y en a qui diraient, oui, mais si ça tend vers 1 par valeur négative, on voit bien que la suite ici, elle tend vers 1 par valeur négative. Hein. Ceci, c'est une suite qui est croissante. Et néanmoins, ces deux suites-là tendant vers 1 par valeur négative ne donnent absolument rien sur la nature de la série, puisque l'une est divergente, l'autre est convergente. Donc on comprend bien que quand on tombe sur une série dont le quotient de deux termes consécutifs tend vers 1, eh bien ça veut simplement dire que le critère de D'Alembert ne fonctionne pas, et donc il faudra trouver un autre moyen pour étudier la nature de la série. Traitons un exemple qu'on avait déjà vu en cours, où il était question de déterminer la nature de la série de termes général x puissance n sur factoriel n. Alors vous vous rappelez, hein, on a vu que cette série elle était convergente, et on a vu que sa somme c'était exponentielle x. Hein. Alors seulement pour démontrer ceci, on avait utilisé sans le dire, hein, une formule qui s'appelle la formule de Taylor avec reste intégrale, qu'on avait établie par récurrence, donc on avait utilisé des outils qui n'étaient vraiment pas élémentaires. Et grâce à ça, on avait fait deux choses. On avait montré que la série était convergente et on avait calculé la somme. Alors on sait maintenant qu'avec les critères sur les séries à termes positifs, la nature elle est souvent beaucoup plus facile à récupérer que le calcul de la somme. Donc on peut légitimement se poser la question, maintenant est-ce qu'on a des outils rapides, puissants, efficaces pour démontrer que cette série est convergente, mais sans calculer la somme bien sûr. Alors comme le terme général ici est très fortement multiplicatif, puissance factorielle, le critère de D'Alembert ça fonctionne bien avec ce genre de choses. Hein. Donc on va tout de suite poser an va être égal à x à la puissance n sur factoriel n, qui est effectivement un terme qui est strictement positif pour tout n appartenant à n. Et on va étudier la limite du rapport an plus 1 sur n. On va étudier la limite de ce rapport. Donc la limite de ce rapport, ça va nous donner x à la puissance n plus 1 sur factoriel n plus 1, multiplié par factoriel n sur x à la puissance n. Une fois qu'on a nettoyé les puissances, on va récupérer x sur et les factoriels n plus 1. On constate que ceci est bien un terme qui tend vers 0 lorsque n tend vers l'infini. Donc cette suite possède une limite finie, et cette limite, elle est clairement strictement plus petite que 1. Moralité, comme on a une série à termes strictement positifs, et comme le rapport de deux termes consécutifs tend vers une limite qui est strictement plus petite que 1, on obtient donc que la série de termes général x à la puissance n sur factoriel n est une série convergente. Donc là, on voit que dans des termes fortement multiplicatifs, le critère de D'Alembert est vraiment opérant. Et on voit aussi maintenant qu'avec nos critères sur les séries à termes positifs, c'est vraiment très puissant d'utiliser ces critères pour récupérer la nature. Donc encore une fois, je dis bien, la somme est perdue. Hein. Ces critères-là ne donnent aucun renseignement sur la somme, mais par contre, la nature, elle est très facilement utilisable. Il a fallu simplement déterminer la limite d'une suite complètement élémentaire. En guise de deuxième exemple, on va regarder l'exercice numéro 13 qui demande de déterminer la nature de la série de termes générales factoriel n sur n à la puissance n. Donc on va déjà prendre ce terme général à partir du rang 1 pour éviter les problèmes de termes qui sont nuls. Donc je vais supposer que n est supérieur ou égal à 1. Je vais donner un nom à mon terme général, je vais l'appeler an, c'est factoriel n sur n à la puissance n. Donc, comme ce terme-là est clairement aussi fortement multiplicatif, ça paraît pas délirant de regarder ce que donne le critère de D'Alembert. Donc le critère de D'Alembert, on l'applique en calculant le rapport des termes consécutifs. Donc il va falloir après bien nettoyer les termes. Donc on va récupérer ici une expression de ce type-là. Alors si on nettoie déjà les termes en factoriel, il ne va plus rester que n plus 1. n plus 1, quand on va le diviser par n plus 1 à la puissance n plus 1, on va retomber sur une puissance n.
Bon, ce qui n'est pas inintéressant compte tenu du fait qu'ici on a une puissance n. Donc je préfère le faire en deux fois et déjà nettoyer ce terme-là. Donc on va récupérer n sur n plus 1, le tout à la puissance n. Donc il faudrait vérifier, enfin obtenir le comportement asymptotique de cette suite. Alors là évidemment l'erreur à ne pas commettre, c'est de dire que le terme qui est à l'intérieur ici tend vers 1 et donc le produit tend vers 1, puisque là c'est un produit avec un nombre de termes qui dépend de n. Donc on sait bien que dans ce genre de conditions, le mieux, hein, enfin le mieux, l'obligation, hein, c'est d'écrire ça sous forme exponentielle pour pouvoir voir l'impact de la puissance qui dépend de n sur ce terme. Donc là, on sait qu'on va travailler sous l'exponentielle, on va chercher la limite du terme sous l'exponentielle, puisque l'exponentielle est continue sur R et on connaît sa limite en moins et en plus l'infini, donc connaître la limite du terme qui est à l'intérieur, c'est connaître la limite de l'exponentielle. Donc on va travailler le terme qui est à l'intérieur, ici, n, ln de n sur n plus 1. Alors ce serait peut-être plus habile d'avoir le n plus 1 sur n, hein, donc on va changer l'ordre des termes. Donc on sait que log de 1 sur x c'est moins ln de x, donc on va plutôt écrire ce terme-là sous cette forme. Effectivement c'est beaucoup plus agréable puisque là on peut décomposer ça en 1 plus 1 sur n et se ramener à l'utilisation d'un équivalent classique du cours, puisqu'on sait que comme 1 sur n est une suite qui tend vers 0, ln de 1 plus 1 sur n est équivalent à 1 sur n, et en multipliant les équivalents, on va récupérer que ce terme-là est équivalent à moins 1. Donc on peut faire comme bilan que la limite du terme qui est dans l'exponentielle, elle est enfin déterminée. Donc la limite de ce terme, c'est moins 1. Et comme l'exponentielle est continue en moins 1, on récupère donc que la limite de l'exponentielle, c'est exponentielle de moins 1, mais la limite de cette exponentielle, c'est la limite de an plus 1 sur an. Donc on vient de déterminer que la limite de an plus 1 sur an, c'est exponentielle évaluée en moins 1, ou si vous préférez 1 sur e, qui est bien un nombre strictement plus petit que 1. Moralité, comme ici on a affaire à une série à termes strictement positifs, et comme la limite de an plus 1 sur an est un nombre qui est strictement plus petit que 1, on récupère donc que la série de termes générale an est convergente. Donc voilà, on a fait deux exemples qui sont un peu du même type d'ailleurs, parce que ça va concerner souvent des exemples où les termes généraux sont multiplicatifs, donc des exemples du même type, où on a pu déterminer via le critère de D'Alembert que les séries sont convergentes. Alors on va ici développer un thème particulier sur la série harmonique ou sur la suite HN, c'est-à-dire la suite de ces sommes partielles. Puisque cette série-là et cette somme partielle, elle intervient dans énormément d'exercices, donc il faut savoir la manipuler. Et ça va me permettre de reparler d'un théorème qu'on va passer un peu vite, hein, puisque on n'avait pas d'exemple à donner en l'état actuel de nos connaissances, mais là maintenant on a quand même considérablement étoffé nos théorèmes sur les séries. C'est le théorème qui fait le lien entre suite et série. Un théorème qui était assez curieux puisqu'il disait qu'on pouvait ramener l'étude d'une suite à celle d'une série. Alors je dis assez curieux parce qu'à l'époque on se disait, alors, mais vraiment quel est l'intérêt de se ramener à l'étude d'une série? Une série ça a l'air plus compliqué qu'une suite. Là, on commence à voir que les critères de convergence des séries sont quand même des critères très efficaces, hein. Si vous avez une série à terme positif, pour connaître la nature de cette série, c'est quand même très efficace. Donc l'idée d'étudier une suite à travers une série n'est plus une idée si saugrenue que ça, déjà, dans un premier temps. Alors évidemment, ça sera des suites qui sont définies de façon un peu spéciale, donc on va essayer déjà de voir comment s'utilise ce théorème, et avec quel genre de suite on aura intérêt à faire le lien entre suite et série, parce que ces suites, elles auront toujours le même visage. Alors, on va commencer par planter le décor, hein. L'objectif, ce théorème-là ne sera que le maître d'œuvre quelque part pour aboutir au résultat. Là, on va planter le décor. Qu'est-ce qu'on cherche sur la suite HN et comment on va procéder? Nous avons vu dans le cadre des séries de Riemann que la série de termes général 1 sur n est une série divergente, série harmonique, ce qui signifie en d'autres termes que la suite des sommes partielles est divergente. Et comme la suite des sommes partielles est une suite croissante puisqu'on travaille avec une série à termes positifs, eh bien on sait que la suite HN diverge vers plus l'infini. Alors l'objectif est de savoir à quelle vitesse cette suite diverge vers plus l'infini. Ce qui permet de mesurer la vitesse de divergence serait de récupérer un équivalent de la suite HN.
Alors ça, c'est un truc extrêmement classique qu'il faut savoir faire à la vitesse de l'éclair. On va le démontrer. Et on va voir qu'il s'agit justement d'une comparaison somme intégrale. On est vraiment là dans l'archétype de l'utilisation de la comparaison somme intégrale, c'est-à-dire comment estimer cette somme-là, l'estimer justement, c'est-à-dire obtenir un encadrement de son terme général avec des suites qui se comportent de la même façon. Et donc on va voir que là, la comparaison somme intégrale, elle fonctionne merveilleusement bien. Alors, on fait tout de suite un petit dessin pour récupérer rapidement l'encadrement qui est donné par l'encadrement somme intégrale. Donc c'est quelque chose qu'on a déjà vu plusieurs fois, bon, y compris en informatique quand vous avez travaillé avec la méthode des rectangles. Donc là, on va regarder l'image de K. L'image de K, donc, va me donner 1 sur K ici, puisque j'ai pris le graphe de la fonction y est égal à 1 sur x. Donc là, je vais récupérer 1 sur K. Donc je me déplace ici à gauche et je me déplace ici à droite, K-1, K plus 1. Et on va récupérer donc un encadrement de 1 sur K à l'aide des R. Donc je vais le faire en majoration-minoration, puisqu'elles n'auront pas le même ensemble de définitions. Effectivement, pour obtenir une majoration de 1 sur K, je vais dire que 1 sur K va être majoré par l'intégrale entre K-1 et K de dt sur t. Et ça, c'est valable tant que cette fonction est décroissante et continue. Donc tant que K-1 est supérieur ou égal à 1, donc cette inégalité sera valable quel que soit K supérieur ou égal à 2. Donc là, on a majoré l'air qui est ici, donc qui mesure 1 sur K, je le répète. Hein. On a majoré ça par cette intégrale. Donc l'intégrale de la fonction ici qui est compris cette intégrale-là, donc l'intégrale qui apparaît dans cette partie-là. Et on peut réaliser de même, en regardant cette fois-ci à droite, une minoration de 1 sur K. 1 sur K est minoré par l'intégrale entre K et K plus 1 de dt sur T. Et cette intégrale, on peut la visualiser ici, donc l'air qui est sous le graphe de la fonction, qui est dans cette partie-là. Donc cette partie-là. Et celle-là, elle est valable dès qu'on travaille sur un secteur où la fonction 1 sur T est décroissante et continue. Donc cette inégalité-là sera valable quel que soit K supérieur ou égal à 1. Ce qui va me permettre d'obtenir des majorations et des minorations de la somme harmonique. Pour avoir une minoration, il suffit que je somme cette relation donc, entre 2 et n, je ne peux pas faire autrement. Donc on va récupérer ici que 1 demi plus etc. plus 1 sur n va être majoré par la somme de ces intégrales quand k varie entre 2 et n. En appliquant la relation de Chasles, on va récupérer donc l'intégrale entre 1 et n de dt sur t. Et on voit que pour obtenir la majoration de Hn, il suffit de rajouter 1 à chaque membre, donc ça on le fait artificiellement, et vous obtenez, après calcul de cette intégrale, que ceci va être égal à ln de n moins ln de 1, donc plus 1, donc on obtient une majoration de l'ordre de 1 plus ln de n. Maintenant, en ce qui concerne la minoration, là on peut ajouter ces inégalités pour k qui varie entre 1 et n. Donc là, on va obtenir directement la minoration que l'on cherche. On va obtenir que ceci est donc supérieur ou égal à la somme pour k variant de donc 1 jusqu'à n plus 1 de dt sur t, donc qui va être supérieur ou égal à ln de n plus 1. Donc cette comparaison somme intégrale nous permet de récupérer un encadrement de Hn, un encadrement en ayant encadré le terme général de la suite par des intégrales. Et cet encadrement, donc il est donné par 1 plus ln de n d'un côté et par ln de n plus 1 de l'autre côté. Ces encadrements sont valables dès lors qu'on peut appliquer ces inégalités-là. Donc cet encadrement sera valable quel que soit n supérieur ou égal à 2. Donc, de toute façon, nous, ce qui nous intéressait, c'était juste de récupérer une information asymptotique. Hein, donc il peut être valable à partir de 150, ça c'est pas très très grave. Ce qui compte, c'est que ce soit valable à partir d'un certain rang. Alors on voit que là, on a finalement une estimation de Hn avec des suites qui se comportent a priori de la même façon. Alors ça, c'est quelque chose qu'il va falloir vérifier. Et c'est ce qui va permettre probablement de récupérer un équivalent de Hn. Donc là, le théorème qu'on va probablement utiliser, c'est le théorème d'encadrement. Pour rappel, voilà l'encadrement qu'on a obtenu par comparaison somme intégrale. On sait que cette suite-là est équivalente à ln de n, puisque 1 est négligeable devant ln de n.
Cette suite-là a l'air d'être aussi équivalente à ln de n, on va le justifier. Donc pour ça, on sait que dans le log, le bon réflexe, c'est de factoriser le terme dominant. Ici, le terme dominant, c'est n. Donc l'avantage de factoriser dans un log, c'est que là, on va pouvoir linéariser l'expression obtenue. Donc après factorisation du terme dominant dans le log, voilà ce que l'on obtient. On obtient donc ici que cette suite-là s'écrit ln de n plus une suite qui tend vers 0. Bon, une suite qui tend vers 0 sera a fortiori négligeable devant ln de n. Donc il semblerait que, enfin, plus qu'il semblerait, c'est chaque membre ici, ce terme-là et ce terme-là, est équivalent à ln de n. Donc on va pouvoir maintenant conclure proprement en utilisant le théorème d'encadrement. Donc pour démontrer que Hn est équivalent à ln de n, il s'agit de démontrer que ce rapport tend vers 1, rapport qu'on peut bien faire puisque pour n plus grand que 2, ln de n est un nombre strictement positif, donc ça ne va pas changer le sens des inégalités. On obtient d'un côté 1 plus 1 sur ln de n, et de l'autre côté ln de n plus 1 sur ln de n. Nous venons de montrer ici que ln de n plus 1 est équivalent à ln de n. Donc nous venons de démontrer que ln plus 1 sur ln de n tend vers 1 lorsque n tend vers l'infini, en vertu de ce qu'on a raconté juste au-dessus. Et le terme 1 plus 1 sur ln de n est évidemment là par opération sur les limites, un terme qui tend vers 1 lorsque n tend vers l'infini. Il n'a pas besoin d'équivalent puisque cette suite converge, cette suite converge. Moralité, comme la suite Hn sur ln de n est encadrée par deux suites qui tendent vers 1, on peut donc appliquer le théorème d'encadrement. Donc là, il s'agit bien du théorème d'encadrement. Il ne faut surtout pas faire de passage à la limite, hein, par théorème d'encadrement. La suite Hn sur ln de n converge vers 1. Je vous rappelle, le théorème d'encadrement est un théorème qui prouve la convergence d'une suite. Donc on récupère que Hn est donc équivalente à ln de n. On obtient l'équivalent voulu. On va chercher à poursuivre le développement asymptotique de ln de n. Pour l'instant, on sait que Hn est équivalent à ln de n. Nous, ce qui nous intéresse, ce serait d'estimer la différence, savoir comment se comporte la différence. Alors à ce stade, on sait que la différence, elle est négligeable devant ln de n, mais c'est quelque chose qui n'est pas très précis, parce que des suites qui sont négligeables devant ln de n, elles peuvent aussi tendre vers l'infini. Prenez par exemple le logarithme de n, c'est négligeable devant ln de n, et ça tend vers l'infini. Donc cette estimation, elle est déjà pas si mal, hein, c'est un équivalent, ça permet déjà de régler pas mal de problèmes, mais elle risque dans certaines situations de ne pas être suffisamment précise. Donc moi, ce que j'aimerais, c'est préciser ce terme-là, c'est-à-dire savoir si je suis capable de récupérer un équivalent, si c'est une suite convergente. Donc voilà, on veut préciser cette expression. Donc cette suite-là, je vais lui donner un nom, je vais l'appeler AN par exemple. Donc c'est la suite HN moins LN de N. Et j'aimerais déterminer la nature de cette suite. Alors, je vais écrire ce que c'est que cette suite-là. Hein. Cette suite-là, c'est la suite somme pour k variant entre 1 et n des 1 sur k, donc la suite des sommes partielles de la série harmonique, moins ln de n. Alors vous voyez, si on est pragmatique, hein, on a une suite qui est définie par une somme ici. C'est un petit peu comme si vous aviez une suite qui était définie par une intégrale avec une bande qui est égale à x. Si vous aviez une expression de la forme intégrale entre ax de f de t dt moins quelque chose, et que vous voulez aller un petit peu plus loin, en général, ce qu'on fait, c'est qu'on dérive pour se débarrasser de l'intégrale. Bah, ici, c'est la même idée, on va dériver. Dériver, ça serait faire quoi? Dériver, ça serait étudier, la dérivée discrète, ça serait étudier le terme à n plus 1 sur an. Et normalement, ce terme à n plus 1 sur an, il devrait être suffisant pour dire des choses intéressantes sur cette suite. Eh bien ça, c'est exactement le théorème qui fait le lien entre suite et série. Ce théorème-là, il dit que quand vous avez une suite dont le terme général est donné par une somme, le terme à n plus 1 sur an, il va faire disparaître la somme. Et donc on va récupérer une série dont le terme général est simple, puisque la somme aura a priori disparu. Donc là, on va s'empresser de voir si ce que je raconte est véridique ou si je raconte absolument n'importe quoi. Donc je calcule ma dérivée dite discrète, c'est-à-dire le rapport entre deux termes consécutifs. Et moi je vous ai dit, normalement la somme doit disparaître. Voilà, puisque
ce terme-là a le même comportement qu'une dérivée et la somme a le même comportement qu'une intégrale. On va en rester là au niveau du parallèle, bien sûr. Quand on fait la différence entre ces deux termes-là, on va juste récupérer le dernier terme, donc le terme d'indice n plus 1, tous les autres se sont supprimés. Et pour la différence entre ces deux termes-là, on va récupérer moins, alors pour l'instant je vais l'écrire comme ça, moins ln de n plus 1 plus ln de n. Voilà ce que je récupère. Et la somme a disparu. Donc, déterminer la nature de la suite de termes général à n, c'est déterminer la nature de la série de termes général à n plus 1 moins à n. Sauf que le terme général de cette série ne contient plus de somme, il est diablement simple. Donc pour pouvoir étudier la série de termes général à n plus 1 moins à n, eh bien on va voir si on peut utiliser les théorèmes que nous avons vus en cours, notamment sur les séries à termes positifs. Donc notre objectif, ça va être peut-être de récupérer un équivalent de la suite à n plus 1 moins à n, ce qui nous permettra de déterminer son signe, puisque quand on a un équivalent, on a son signe, et probablement sa nature, en comparant le terme général, enfin l'équivalent, à une série dont on connaît la nature, typiquement Riemann géométrique. Passons à la partie un peu plus technique, où il s'agit de récupérer un équivalent simple de ce terme-là. Alors ici, on a un rapport de la forme 1 sur n plus 1, et là j'ai la différence de deux termes qui tendent vers l'infini, donc je vais les regrouper sous un même log, et vous allez voir que je vais les regrouper de manière à ce que le terme n plus 1 se retrouve au dénominateur pour qu'il soit immédiatement comparable avec le terme là. Donc je vais plutôt écrire plus ln de, entre parenthèses, n sur n plus 1. Donc d'habitude on préfère avoir la somme au numérateur, mais là exceptionnellement je vais mettre ce terme-là au dénominateur pour anticiper la comparaison que je vais faire avec lui. Donc ce qui va nécessiter l'emploi d'un théorème belge. Donc en faisant apparaître le numérateur, enfin au numérateur le dénominateur, et donc en rééclatant les termes, on va récupérer ln de 1 moins 1 sur n plus 1. On voit finalement que c'est pas si mal cette histoire, puisque quand on va maintenant utiliser le développement limité de log de 1 moins u au voisinage de 0, puisque ce terme-là tend bien vers 0, on aura directement des éléments qui vont être comparables. Donc là, on va utiliser le développement limité de log de 1 moins u lorsqu'on se trouve au voisinage de 0. Le premier terme de ce développement limité ici, c'est donc moins u, et je vais constater donc que le 1 sur n plus 1 ici et le 1 sur n plus 1 ici vont s'éliminer, donc il va falloir aller chercher l'équivalent avec le terme d'après. Le terme d'après, c'est moins u carré sur 2, plus un terme négligeable en 0 devant u au carré. Donc en utilisant ce développement limité, ce qui est bien possible, puisque là je suis en train de poser u va être égal à 1 sur n plus 1, qui est bien une quantité qui tend vers 0 lorsque n tend vers l'infini. Donc là on est bien dans le cadre d'application de ce développement limité, on est bien au voisinage du bon point. En composant, on va donc récupérer que an plus 1 moins an va être égal à 1 sur n plus 1, moins 1 sur n plus 1, les termes s'éliminent comme prévu, moins 1 demi de 1 sur n plus 1 au carré, plus un terme négligeable devant 1 sur n plus 1 au carré. Voilà ce qu'on récupère. Comme prévu, les premiers termes s'éliminent. On récupère donc moins 1 demi de 1 sur 2n plus 1 au carré. Oh là, le temps se court. La vidéo va être sombre. Attendez, je vais un peu forcer le contraste de mon ordi. Voilà, ça devient un peu mieux. Le soleil s'est relevé. Donc on récupère que an plus 1 moins an est donc équivalent à moins 1 demi de 1 sur n plus 1 au carré. Alors, de cet équivalent, va naître beaucoup de conclusions. Déjà le signe. On sait que deux suites équivalentes sont de même signe à partir d'un certain rang. Ça va permettre de voir si on peut appliquer les critères sur les séries à termes positifs. Alors ici, on s'aperçoit que le terme général ici de cette série est strictement négatif à partir d'un certain rang. Donc il suffira de travailler avec l'opposé pour pouvoir conclure. Donc on récupère que la série des opposés, cette série-là, elle est équivalente à 1 sur 2 multiplié par 1 sur n plus 1 au carré.
Donc le terme général est bien positif à partir d'un certain rang. Ici, regardez, on a affaire à une série de Riemann convergentes, puisque si je vais un petit peu plus loin dans l'équivalent, je récupère 1 demi multiplié par 1 sur n carré. Donc là, on va donner les conclusions. La série de termes général 1 sur n carré est une série de Riemann convergente, puisque 2 est strictement plus grand que 1. Par opération sur les séries convergentes, en multipliant son terme général par 1,5, j'obtiens une série convergente. Donc la série de termes général 1 sur 2, 1 sur n carré est également une série convergente. Donc, par critère d'équivalence, ce que je peux faire ici, puisque je sais que cette suite-là est à terme positif à partir d'un certain rang, par théorème d'équivalence, qu'est-ce qu'on récupère? Par théorème d'équivalence, on va récupérer donc que la série de termes général moins an plus 1 moins an est une série convergente. Mais par opération sur les séries, en multipliant le terme par moins 1, j'obtiens encore une série convergente. Donc par opération sur les séries convergentes, on récupère que la série de termes général an plus 1 moins an est une série convergente. On peut maintenant utiliser le lien suite-série pour dire que si la série de termes général an plus 1 moins an converge, c'est que la suite an converge. Donc on récupère que la suite an est convergente. L'objectif, ne l'oublions pas, étant de savoir si la suite an est une suite convergente, enfin en tout cas d'en déterminer sa nature, si possible un équivalent. Et bien là, on a récupéré sa nature, on vient de démontrer que cette suite est convergente. On peut donc conclure, suite à ce qu'on a dit précédemment, qu'il existe un nombre gamma appartenant à R tel que an converge vers gamma. Mais la suite an, c'était la suite hn moins ln de n. Donc on peut dire que la suite hn moins ln de n, cette suite-là, elle est convergente vers ce fameux nombre gamma, qui s'appelle la constante de Lerre-Maccheroni. Et ça, si vous l'écrivez avec des relations de comparaison, ça signifie que cette suite, elle est égale à gamma plus une suite qui converge vers 0. Donc on vient de récupérer un développement asymptotique de hn jusqu'à un terme qui converge vers 0. C'est une jolie formule qui sera, je vous l'ai dit, assez utile dans la pratique. Et je vous recommande vivement d'en connaître une démonstration. Et la démonstration, c'est justement de faire ce lien fondamental entre suite et série. Donnons une application du résultat qu'on vient de voir, hein, classique des mines. Alors évidemment, la première question a été posée, hein, c'est-à-dire que la première question de l'exercice, c'était de démontrer que hn est égal à ln de n plus gamma plus un petit o de 1. Donc là, ce qui était attendu, c'était cette fameuse comparaison, le théorème faisant le lien entre les suites et séries. Et il y avait une deuxième question qui était d'étudier la nature de la série de termes général a à la puissance hn lorsque a est un nombre strictement positif. Bon, alors on va donner un nom au terme général, je vais l'appeler un. On constate déjà que c'est un nombre qui est strictement positif. Ça, c'est déjà le premier point, hein, puisque par définition, il s'écrit exponentielle de hn ln de a, donc c'est une exponentielle, c'est réel, c'est un terme strictement positif. Ça veut donc déjà, si ça signifie donc qu'on va pouvoir utiliser toute la batterie des critères sur les séries à terme positif, d'autant plus que la question c'est quelle est la nature de cette série, on ne nous demande absolument aucune information sur sa somme, donc on va regarder les critères de convergence. Alors parmi ces critères-là, celui qui est, on va dire, utilisable d'emblée, le plus intéressant d'emblée, c'est le critère d'équivalence. Donc ce que je vais chercher à faire, c'est voir si on est capable de récupérer un équivalent de ce terme-là. Alors on sait déjà que la puissance ici, c'est pas un entier, et en plus ça dépend de n, donc tout nous oblige à écrire cette expression-là sous forme exponentielle. Donc on écrit ce terme-là sous forme exponentielle. Et tiens, on a une petite musique là sur les équivalents qui revient. Comment peut-on récupérer l'équivalent d'un terme qui est écrit sous forme exponentielle? Parce que ça, on sait que c'est hyper traquenard. On n'a pas le droit d'appliquer à l'exponentielle à un équivalent. Et nous, ce qu'on avait dit à l'époque, je vous rappelle, c'est qu'il suffit de développer le terme qui est sous l'exponentielle à la précision d'un petit o de 1, d'un terme qui tend vers 0, et on est sûr de pouvoir récupérer alors un équivalent. Regardez ce qu'on vient de faire au-dessus. On vient de développer hn à la précision d'un terme qui tend vers 0. Donc là, normalement, avec ce que j'ai raconté là, on peut conclure.
Donc je vais utiliser le développement asymptotique de Hn. Donc on va récupérer ln de A, ln de n plus ln de A fois gamma, plus ln de A fois une suite qui tend vers 0. Bon, alors une suite qui tend vers 0, hein, puisqu'on n'a rien changé. On va éclater l'exponentielle en morceaux pour voir si ça correspond bien à ce qui nous intéresse. Donc on va récupérer exponentielle de ln de A fois ln de n, multiplié par exponentielle de ln de A fois gamma. Ben, ça, on peut dire que c'est A à la puissance gamma si ça vous fait plaisir, multiplié par exponentielle d'un petit taux de 1. Tiens, une suite qui converge vers 1. Bon, les équivalents, c'est pas mal. On sait donc déjà que un est équivalent à cette suite-là, puisque cette suite-là converge vers 1. Alors maintenant, la question, c'est comment on va réécrire ce terme-là. Alors moi, je vais l'écrire sous forme de puissance. Alors, pas n'importe quelle puissance. A à la puissance ln de n, ça ne me donnerait pas grand-chose, parce que dans ce cas-là, je ferai une comparaison géométrique, mais je ne maîtrise pas la nature de A, donc là, c'est foutu. Donc, ce que je me propose de faire, c'est plutôt de faire porter la puissance sur ln de A. Donc, on va récupérer exponentielle de ln de n à la puissance ln de A, multiplié par A à la puissance gamma, exponentielle d'un petit taux de 1. Et donc là, on va récupérer une belle puissance. Alors les puissances, pour faire des comparaisons en termes de série, on a intérêt à les écrire sous forme de Riemann. Donc la composition me dit que ça, c'est n à la puissance ln de A, que je vais aussi m'empresser d'écrire 1 sur n à la puissance moins ln de A, donc multiplié par A à la puissance gamma, multiplié par l'exponentielle d'un petit taux de 1. Comme cette suite-là est une suite qui converge vers 1, on obtient que la suite qui est ici et la suite qui sont ici, elles sont équivalentes. Donc on vient de récupérer que un est équivalent, lorsque n tend vers plus l'infini, à un nombre, a à la puissance gamma, sur n à la puissance moins ln de A. Moralité. La nature de cette série, à mon avis, est complètement connue, puisque ce nombre-là est un nombre qui ne dépend pas de n. On va donc pouvoir faire une comparaison à une série de Riemann, puisque c'est une série à terme positif, et que là j'ai bien un équivalent à une constante sur n à la puissance quelque chose. Donc je peux dire que la série de termes général un est de même nature, la série de termes général un est de même nature, que la série de termes général 1 sur n à la puissance moins ln de A. Puisque si cette série-là converge, alors cette série de termes général converge, et par critère d'équivalence, la série des un converge. Et si cette série-là diverge, je peux appliquer le même critère d'équivalence pour dire que cette série diverge. Or, la nature des séries de Riemann, elle est parfaitement connue. Donc on pourrait dire que la série de termes général un, elle converge à quelles conditions nécessaires et suffisantes? La condition, c'est que l'exposant de n ici soit strictement plus grand que 1. Donc là, on n'a plus qu'à résoudre cette inégalité pour voir les conditions sur A. Donc la condition, c'est que ln de A soit strictement plus petit que moins 1. Et par application de l'exponentielle qui est strictement croissante, donc qui va conserver l'équivalence et l'inégalité stricte, on récupère que A doit être strictement plus petit que exponentielle de moins 1. Comme A était aussi positif, on obtient que les valeurs de convergence pour A, donc l'ensemble des solutions si on veut bien, ce sont les nombres A qui sont strictement positifs avec la condition donc, telle que A est strictement plus petit que 1 sur E. Donc l'ensemble des A qui convient, c'est l'intervalle ouvert 0, 1 sur E. Donc ce sont les seules valeurs de A pour lesquelles la série converge. Pour toutes les autres valeurs de A, la série diverge. Donc on peut dire que la série de termes général un converge si et seulement si le nombre A appartient à l'intervalle 0, 1 sur E. Et la série de termes général un diverge dès que A est strictement supérieur ou égal à 1 sur E. Et l'exercice est fini. Donc là, on a vu toutes les idées qu'il fallait avoir face à un exercice de ce type-là. Déjà l'idée d'essayer de récupérer un équivalent d'une part. D'autre part, le petit travail sous l'exponentielle qu'on a fait. On sait que l'exponentielle et l'équivalent font très mauvais ménage. Donc vous avez vu qu'en récupérant un développement dans l'exponentielle jusqu'à un terme qui tend vers 0, on obtient ici forcément une suite qui converge vers 1. Et donc, à coup sûr, on va récupérer un équivalent de un, qui permet de conclure, par comparaison, à des séries classiques, ici une série de Riemann.
Passons à la section désormais légendaire du Rabiot. Rien à voir avec le joueur de foot. Rabiot. Rabiot, familier, vieilli, signifie supplément, surplus. L'exemple donné par Wikipédia, c'est un Rabiot de vin. Et bien là, ça sera un Rabiot sur les séries de Bertrand. Donc, l'étude des séries de Bertrand, c'est l'étude des séries dont le terme général est donné par 1 sur n à la puissance alpha ln de n à la puissance bêta, où alpha et bêta sont des nombres réels quelconques. Et l'objectif est donc de déterminer la nature de ces séries, c'est-à-dire savoir à quelles conditions nécessaires et suffisantes elles convergent. Donc l'objectif est donc de démontrer qu'elles convergent si et seulement si alpha strictement plus grand que 1, ou alpha est égal à 1, et dans ce cas-là, bêta strictement plus grand que 1. Ce qui seront donc les seuls cas où les séries de Bertrand seront convergentes. Alors, pour mener à bien cette étude, qui va quelque part utiliser tous les résultats qu'on a vus sur les séries à terme positif, on va utiliser des comparaisons séries de Riemann, des théorèmes de comparaison évidemment sur les séries, des comparaisons somme intégrale, mais aussi, et quelque part ça va être la véritable star de ce chapitre, tout ce qui va comporter sur les croissances comparées. Donc là, on va voir évidemment l'important d'avoir une maîtrise parfaite des croissances comparées pour pouvoir justement anticiper les résultats ou provoquer des résultats. Donc toutes les croissances comparées ici vont être absolument indispensables. Alors c'est parti. L'objectif, ça va être effectivement de faire des comparaisons à des séries dont on sait qu'elles sont convergentes. En particulier les séries de Riemann. Nous, ce qu'on sait sur les séries de Riemann, c'est qu'elles convergent dès que S est un nombre réel qui est strictement plus grand que 1. Dès lors, ça paraît effectivement assez naturel, et ça va rejoindre le cas qui est là, de regarder ce qui se passe quand l'exposant est ici strictement plus grand que 1, voir si on n'est pas capable de faire une comparaison à une série de Riemann. C'est parti. Donc on va entamer notre disjonction de cas en supposant déjà dans un premier temps, donc supposons donc dans cette partie-là que alpha est un nombre réel qui est strictement plus grand que 1. Alors moi je fais tout de suite un dessin pour visualiser un petit peu mieux les différences entre les exposants qu'on va manipuler. Donc j'ai ici 1, je prends un nombre alpha qui est strictement plus grand que 1. Et moi ce que j'aimerais démontrer, c'est que le terme général ici est plus petit qu'une série de Riemann convergentes. Alors comme on sait que c'est cette puissance-là, ce n puissance alpha qui fait la loi par rapport au log, ce que je vais m'empresser de faire, c'est intercaler un nombre, une puissance, entre 1 et alpha. Donc je vais dire prenons, complètement quelconque pareil, je peux prendre la moitié, je peux prendre 1 plus alpha sur 2. Prenons donc un nombre gamma qui est compris strictement entre 1 et alpha. Et ce que je vais démontrer, ce que j'aimerais démontrer, c'est que ce terme-là, il est négligeable devant 1 sur n à la puissance alpha. Autrement dit, j'aimerais appliquer le critère du n alpha, j'aimerais démontrer que n à la puissance bêta gamma fois an est un terme qui tend vers 0. Alors vous allez noter que an, ça va être le terme général de ma série de Bertrand, que je vais appeler comme ça tout au long de l'exercice. Donc j'appelle an le terme général de ma série de Bertrand, et j'aimerais appliquer la règle du n alpha avec gamma. Bon, alors, commençons déjà par écrire l'expression du terme général. L'objectif étant de démontrer que ce terme-là tend vers 0, donc on va jouer avec les croissances comparées. Donc on obtient ça. Alors pour avoir des jeux avec des croissances comparées, je vais mettre toutes les puissances au dénominateur, ce qui va nous permettre d'effectuer justement ces comparaisons. Donc la puissance au dénominateur, c'est n à la puissance alpha moins gamma ln de n à la puissance bêta. Et on va regarder le comportement asymptotique de ce terme lorsque n tend vers l'infini, et voir si on a bien fait de miser sur cette puissance. Alors, le calcul des limites ne va pas se faire de la même façon selon les valeurs de bêta. Alors, il y a déjà une chose qui est sûre, c'est que si bêta est strictement positif, comme justement alpha moins gamma est strictement positif, dans ce cas-là, le terme tend vers plus l'infini, et cette expression-là tend vers 0. Donc là, on a directement 0, si bêta est strictement positif, là, il n'y a pas de sport. Si bêta est égal à 1, à 0, ce terme-là vaut 1, et ce terme-là tend vers l'infini, donc la limite du quotient, ça sera 0, si bêta est égal à 0. Là non plus, c'est juste des opérations sur la limite. Par contre, vous notez que si bêta est strictement négatif, alors là, il y a une forme indéterminée. Puisque si bêta est strictement négatif, dans ce cas-là, la puissance positive passe au numérateur, le numérateur tend vers l'infini, le dénominateur tend vers l'infini.
Mais comme on sait que ln à la puissance moins bêta est négligeable devant ce terme-là, eh bien la limite, ça sera quand même 0. Mais ce dernier cas ici, ce cas d'espèce-là, c'est une croissance comparée entre la puissance et le log. Donc en fait, dans tous les cas, quelle que soit la valeur de bêta, le terme n à la puissance alpha à n tend vers 0. Si on résume, an est un nombre qui est positif ou nul dès que n est supérieur ou égal à 2. On va me dire qu'il est strictement positif d'ailleurs, donc quel que soit n supérieur ou égal à 2. Et on vient de trouver gamma strictement plus grand que 1, tel que n à la puissance gamma fois an tend vers 0 lorsque n tend vers l'infini. Je vous rappelle que gamma a été choisi de sorte à ce qu'il soit strictement plus grand que 1. Donc avec une comparaison à une série de Riemann, ou la règle du n à la puissance alpha, on peut donc conclure que la série de termes générale an est donc convergente. Donc la première partie, c'est juste comparer à une série de Riemann sous la forme de la règle du n à la puissance alpha. Donc c'est pour ça qu'on a bien pris soin d'intercaler un nombre réel strictement compris entre 1 et alpha. Donc on vient bien de démontrer que si alpha est strictement plus grand que 1, alors la série est nécessairement convergente. Je vais maintenant regarder le cas où alpha est strictement plus petit que 1, et je vais démontrer que dans ce cas-là, dans tous les cas, la série est divergente. Alors moi, ce que j'aimerais obtenir, je vais l'écrire au crayon de papier, ce que j'aimerais obtenir, c'est que quand la puissance est strictement plus petite que 1, alors le terme général, il va être plus grand que 1 sur n, qui est notoirement divergent, à partir d'un certain rang. Donc l'objectif, je l'écris au crayon de papier, puisque c'est là-dessus que je vais me caler. L'objectif, vu la nature de la puissance, ce serait démontrer que an est supérieur ou égal à 1 sur n pour n assez grand. Alors effectivement, pour n assez grand, je ne sais pas du tout à partir de quel moment ça va avoir lieu. Et quelque part, je m'en fous. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que ça marche au moins pour une valeur de n. Ce qui paraît donc légitime, c'est d'étudier la suite n à n et de regarder son comportement asymptotique, puisque ce qui m'intéresse, c'est pour n assez grand. Donc on va écrire ce que c'est que n à n, et on va l'étudier évidemment asymptotiquement. Donc n à n, c'est n divisé par n à la puissance alpha ln de n à la puissance bêta. Je vais reporter la puissance positive au numérateur, puisque alpha est plus petit que 1, donc la puissance positive, ça va être n à la puissance 1 moins alpha, sur ln de n à la puissance bêta. Et on va regarder ça asymptotiquement. Alors nous, ce qu'on aimerait, c'est que si possible, ça tende vers l'infini. Donc quel est le comportement asymptotique de ceci? Alors, à n'en pas douter, ça va encore une fois dépendre des valeurs de bêta. On va commencer par les valeurs de bêta qui sont faciles. Là, ce qui est facile, c'est si bêta est strictement négatif. Si bêta est strictement négatif, je repasse la puissance au-dessus. J'ai le produit de deux termes qui tendent vers plus l'infini. Le produit va tendre vers plus l'infini. Si bêta est égal à 0, c'est pas difficile non plus, puisque le numérateur est égal à 1. La puissance ici est strictement positive. Ce terme-là tend vers plus l'infini, il n'y a aucun souci. Par contre, vous notez que si bêta est strictement positif, le numérateur et le dénominateur tendent vers l'infini, mais un résultat essentiel de croissance comparée nous dit que ln à la puissance bêta est négligeable devant n'importe quelle puissance strictement positive de n. Donc, dans ce cas-là, le résultat va encore tendre vers plus l'infini. Donc là, pour le dernier, c'est un argument de croissance comparée. Moralité, on vient de démontrer que n à n tend vers plus l'infini lorsque n tend vers plus l'infini. Donc ça veut dire qu'il existera bien un rang n0 appartenant à n, tel que si n dépasse n0, ce qu'on avait dit pour n suffisamment grand, alors an fois n sera supérieur ou égal à 1, autrement dit, an sera supérieur ou égal à 1 sur n. Ici, on est en mesure d'appliquer le critère de comparaison des séries à termes positifs. Comme la série de termes général 1 sur n converge, comme an est plus grand que son terme général, la série de termes général à n sera également convergente. C'est notre fameux théorème de comparaison. Donc par théorème de comparaison, comme la série de termes général 1 sur n, c'est la série harmonique, c'est une série divergente, on a directement que la série de termes général an est également une série divergente. Donc là, on a utilisé un argument de comparaison. Il nous reste donc un dernier cas à examiner, c'est regardons ce qu'il se passe
lorsque alpha est égal à 1. Là, on aimerait bien démontrer que la série converge dans ce cas pathologique si et seulement si bêta est strictement plus grand que 1. Alors, je vais déjà explorer le terme général et regarder des cas qui ne vont pas poser problème. Donc, le terme général, dans le cas où alpha est égal à 1, c'est 1 sur n à la puissance 1 multiplié par ln de n à la puissance bêta. Alors ici, pour être sûr que ln de n est plus grand que 1, je vais supposer que n est supérieur ou égal à 3 dans cette partie-là, bon, sachant que ça ne changera rien sur la nature de la série elle-même. La nature de la série, qu'on la prenne en commençant à 2 ou en commençant à 3, c'est la même. On sait que c'est juste la somme qui bouge. Et là, la somme, de toute façon, elle sera complètement inaccessible. Bien. Donc revenons à nos moutons, c'est-à-dire déterminer la nature de cette série-là. Alors, il y a un truc qui est assez évident déjà, c'est que si bêta est inférieur ou égal à 0, ça veut dire que la puissance qu'elle a, elle va repasser au numérateur sous la forme d'un nombre qui est plus grand que 1, puisque n est plus grand que 3. Moralité, qu'est-ce qu'on en déduit? On en déduit que dans ce cas-là, on a an qui est donc supérieur ou égal à 1 sur n, pour tout n supérieur ou égal à 3. Je peux donc appliquer exactement le même résultat qu'ici. Je peux appliquer le théorème de comparaison. Par comparaison avec la série harmonique qui diverge, la série de termes général à n converge. Donc dans ce cas-là, c'est la même rédaction et c'est le même résultat. La série de termes général à n diverge. Je crois que je viens de dire converge. Non, c'est diverge, bien sûr, hein, par comparaison à la série, harmonique. Alors il nous reste maintenant à explorer le cas où bêta est supérieur ou égal à 0. Lorsque bêta est égal à 0, dans ce cas-là, le terme... lorsque bêta est supérieur ou égal à 0, dans ce cas-là, le terme général va être propice à faire une comparaison de somme intégrale. Effectivement, quand bêta est supérieur ou égal à 0, on voit que la fonction qui est associée à ce terme général sera probablement décroissante. Donc on pourrait assez rapidement récupérer des informations sur la nature de la série. Donc là, j'ai tout de suite envie de poser f de t va être égal à 1 sur t multiplié par ln de t à la puissance bêta, étudier les variations de cette fonction, qu'on va étudier pour que le dénominateur s'annule pas et pour travailler avec des entiers, on va l'étudier sur l'intervalle 2 plus l'infini, on verra bien de quoi il retourne. Et si on arrive à démontrer que cette fonction est décroissante sur cet intervalle, alors on pourra obtenir un encadrement de la suite des sommes partielles avec des intégrales, et sous réserve de ce qu'on obtient en calculant les intégrales, on pourra trancher sur la nature de la série. Bon, c'est parti, on va étudier les variations de cette fonction. Déjà, la fonction f, elle est clairement dérivable comme l'inverse d'une fonction dérivable dont le dénominateur s'annule pas, et qui est bien définie puisque le terme sous le log est strictement positif. Donc je vais bien pouvoir la dériver comme l'inverse d'une fonction dérivable. Donc le calcul de la dérivée va me donner que f' de t va donc être égal à, alors moins u' sur u au carré. On va commencer par calculer la dérivée du dénominateur. Donc c'est la dérivée d'un produit. Donc je vais récupérer la dérivée de t multipliée par ln de t à la puissance bêta, donc ln de t à la puissance bêta, plus la dérivée de ln de t à la puissance bêta fois t. Or la dérivée de ln de t à la puissance bêta, c'est la dérivée d'une composée. Je vais donc récupérer bêta ln de t à la puissance bêta moins 1, fois la dérivée de ln, donc fois 1 sur t, fois t. Donc le t fois 1 sur t se négocie. On récupère donc cette dérivée-là sur t carré multiplié par ln de t à la puissance de bêta. Alors on va nettoyer un petit peu cette expression pour récupérer son signe plus simplement. On voit qu'on peut simplifier le numérateur et le dénominateur par ln de t à la puissance bêta moins 1. Donc on va récupérer, tout calcul fait, l'opposé de ln de t plus bêta sur t carré ln de t à la puissance bêta plus 1. Ce terme-là est sur l'intervalle 2 plus l'infini strictement négatif, puisque bêta est supposé ici positif ou nul, et ln de t est à valeur strictement positive sur l'intervalle 2 plus l'infini. Donc ce terme-là est strictement négatif, ce qui assure que la fonction f sur l'intervalle 2 plus l'infini décroît strictement. Bon, je vais juste recueillir qu'elle décroît sur l'intervalle 2 plus l'infini. J'ai de toute façon pas besoin de plus pour faire une comparaison intégrale. J'ai juste besoin de la décroissance et de la continuité pour calculer des intégrales.
Bon, alors maintenant, on va mener la comparaison somme intégrale. Je vais tout de suite faire un dessin comme point d'achoppement là, pour donner mes inégalités directement sans trop réfléchir. Donc j'ai une fonction qui va être décroissante à partir de l'intervalle 2, donc je vais raisonner à partir de lui. Je vais ensuite me donner un nombre a priori quelconque entre 2 et plus l'infini, donc je vais l'appeler k. Je vais immédiatement chercher la valeur de f de k pour la représenter géométriquement et pour avoir une interprétation en termes d'air. Donc là j'ai le terme f de k. Donc comme cet objet mesure f de k, pour avoir une aire qui mesure justement la valeur de la mesure de ce segment, il suffit de se déplacer à gauche ici en k-1. L'aire que vous allez voir ici grisée au crayon de papier, eh bien cette aire-là mesure exactement 1 sur k. Et cette aire-là va me donner une inégalité. Je vais tout de suite écrire l'inégalité que j'obtiens. Donc j'obtiens que mon f de k, c'est-à-dire l'aire en gris, est évidemment inférieur ou égal à l'aire qui est sous le graphe de la fonction, c'est-à-dire à l'intégrale entre k-1 et k de f de t dt. Effectivement, on voit bien que l'aire sous la fonction, c'est l'aire qui est ici, donc qui est sous le graphe de la fonction entre k-1 et k. Cette aire-là, elle est évidemment plus grande que le rectangle que j'ai grisé tout à l'heure au crayon de papier. Donc l'aire en orange, là, c'est l'aire qui est sous l'intégrale ici. Et l'aire grisée au crayon de papier, c'est ce terme-là. Donc on voit bien que la décroissance de la fonction entraîne bien cette inégalité. Alors cette inégalité, elle est valable tant qu'on est sur un intervalle où la fonction décroît, d'une part, et tant que k-1 est plus grand que 2, pour avoir justement décroissance et continuité. Donc pour que k-1 soit supérieur ou égal à 2, il faut que k soit supérieur ou égal à 3, ce qui permet de dire qu'on a déjà cette inégalité qui est valable quel que soit k supérieur ou égal à 3. Alors maintenant, ce qu'on a fait à gauche de k, on va le faire à droite de k. Donc on va se déplacer toujours de 1 pour que le rectangle que je construise ici admette également comme R f de k. Donc je vais récupérer que l'aire f de k ici est donc supérieur ou égal à l'intégrale de la fonction f, puisqu'ici l'intégrale de la fonction f, on voit que le graphe de la fonction va être situé en dessous de 1 sur k, puisque la fonction est a priori décroissante. Donc là, si je regarde ce qui se passe en dessous, je vais récupérer l'intégrale entre k et k plus 1 de f de t dt. Donc ça c'est représenté par la partie qui est hachurée en jaune. Et cette relation-là est valable tant que la fonction est continue et décroissante. Donc sur l'intervalle k plus 1 avec k plus grand que 2. Donc on obtient cette inégalité, quel que soit k supérieur ou égal à 2. Bon alors, comme nous, ce qui nous intéresse, c'est d'obtenir un encadrement, si possible, de la file des sommes partielles à partir d'un rang. Je vais choisir 3 pour que ça marche pour les deux. Donc on va récupérer en additionnant des inégalités que la somme des f de k, donc des ak, puisque f de k c'est le terme ak de notre série de Bertrand, pour k variant entre 3 et n, va donc être contenu entre, alors pour les aminorations on va utiliser ces intégrales là, donc on va devoir additionner l'intégrale entre 3 et 4, etc. jusqu'à l'intégrale entre n et n plus 1. Donc on va récupérer que ça c'est supérieur ou égal à l'intégrale entre 3 et n plus 1 de f de t dt. Et ça va être inférieur ou égal à l'intégrale entre, alors pareil, là on va commencer à 3, donc l'intégrale au plus petit elle va être égale à 2. Et quand on prend ici k est égal à n, on va intégrer entre n-1 et n. Donc la relation de Schall nous donne cet encadrement-là. Alors maintenant, on va observer ce qui se passe selon les valeurs de bêta. Selon les valeurs de bêta, peut-être que ces intégrales elles vont soit tendre vers une limite finie, soit diverger vers plus l'infini. Donc la discussion, elle va directement dépendre de la valeur qu'on va obtenir pour notre intégrale. Donc on va passer au calcul de l'intégrale. Donc je vais regarder l'intégrale entre un nombre a et n, puisque de toute façon le comportement sera dicté par ça. Donc je me donne un nombre a qui est supérieur ou égal à 2, et je me donne une variable n qui va avoir vertu à tendre vers l'infini, et je dois calculer cette intégrale de f de t dt. Bien, alors on va déjà remplacer l'intégrande par sa valeur. Donc la fonction f c'est la fonction dt
sur t multiplié par ln de t à la puissance bêta dt. On voit que sous l'intégrande, on a une fonction et sa dérivée. La fonction c'est ln, la dérivée c'est 1 sur t. Donc tout ça, ça me pousse, afin de clarifier les compositions, à faire un changement de variable. On n'est pas obligé, hein, c'est effectivement, on peut reconnaître directement une primitive. Mais moi je me dis, le changement de variable nous évite d'avoir une situation tendue au niveau des règles de dérivation. Cette fonction-là, elle est de classe C1 sur l'intervalle 2 plus l'infini, donc on peut bien poser ce changement de variable. Et le changement de variable, une fois qu'il est fait, va donner pour l'élément différentiel du. Quand on remplace l'intégrande, on va récupérer u à la puissance bêta, donc effectivement une intégrande très très simple. Et pour les bornes, on constate que quand t varie entre a et n, u va varier entre ln de a et ln de n. Donc voilà ce qu'on récupère. Donc ça maintenant on sait l'intégrer, mais l'intégrale qu'on va récupérer va dépendre des valeurs de bêta, puisque 1 sur u s'intègre en ln de valeur absolue de u, et si bêta est différent de 1, dans ce cas-là, cette primitive va nous donner une puissance. Donc là, on va faire une disjonction de cas, et je vais commencer spécifiquement par le cas où bêta est égal à 1, qui a l'air d'être de toute façon un point clé dans l'étude, puisque on va dire la césure entre la convergence et la divergence se fait visiblement autour de 1. Donc, on va étudier le cas spécial où bêta est égal à 1. Ah oui, ça fait une disjonction de cas vraiment, vraiment complète. Alors, si bêta est égal à 1, dans ce cas-là, la fonction que j'ai intégrée, c'est la fonction 1 sur u. Et donc, dans ce cas-là, l'intégrale entre a et n de f de t dt va donc être égale à ln de t pris entre ln de a et ln de n. Je vais donc récupérer ln de n moins ln de a. Donc là, on s'aperçoit que l'intégrale a l'air de diverger vers plus l'infini lorsque n tend vers l'infini. Donc si j'en reviens à mon encadrement qu'on a récupéré ici, le terme le plus intéressant, ça a l'air d'être le terme qui est ici, puisque divergeant vers plus l'infini, la suite des sommes partielles va être plus grande qu'une suite qui diverge vers plus l'infini, donc va diverger vers plus l'infini. Donc là, je prends ce qui m'intéresse dans cette inégalité. Je vais donc écrire que quel que soit n supérieur ou égal à 3, la somme pour k variant entre 3 et n de 1 sur k ln de k, donc là j'applique ça avec bêta égale 1, et donc supérieur ou égal à cette intégrale-là que je viens de calculer. Donc ça va me donner du ln de ln, il faut juste faire attention aux bornes, hein. Donc ça va être ln de n plus 3 moins ln de 3. Il suffit juste d'ajuster les bornes par rapport au calcul qu'on a fait. Or, comme ce terme-là diverge vers plus l'infini, par théorème de comparaison sur les suites, on obtient que cette suite-là diverge vers plus l'infini. Attention, là c'est un théorème de comparaison sur les suites, puisque là je suis en train d'étudier une suite. Par théorème de comparaison, mais sur les suites cette fois-ci, vous obtenez donc que la somme pour k variant de 3 à n de 1 sur k ln de k diverge vers plus l'infini lorsque n tend vers plus l'infini. On vient de démontrer que la suite des sommes partielles de la série de termes général 1 sur n ln de n tend vers plus l'infini. Donc on obtient que si bêta est égal à 1, la série de Bertrand de termes général 1 sur n ln de n est une série qui est clairement divergente. Bien. Ah, mais si le cas bêta est égal à 1 est fait, on a aussi le cas où bêta est strictement plus petit que 1 qui fonctionne. Puisque si bêta est strictement plus petit que 1, on a une inégalité naturelle entre le terme général avec bêta et le terme général sans bêta. Effectivement, le terme 1 sur n ln de n, comme ce terme-là va être a priori, comme ln de n est plus grand que 1, comme ce terme-là va être plus petit que ln de n, eh bien, si le dénominateur est plus petit en restant positif, on obtient donc que cette suite-là est minorée par cette suite-là. Ce terme-là étant positif, quel que soit n supérieur ou égal à 2, oui, mais il faut que je prenne 3 ici pour que ce terme soit plus grand que 1 et que la comparaison soit possible. Donc j'ai cette inégalité-là pour n plus grand que 3 et cette inégalité pour n plus grand que 3. Donc on va pouvoir utiliser un critère de comparaison, alors cette fois-ci sur les séries. Puisque je sais que la série de termes général 1 sur n ln de n est positive, donc je peux appliquer le critère de comparaison,
Mais comme la série de termes général 1 sur n ln de n diverge, c'est ce qu'on a dit au-dessus, cette série de termes général 1 sur n ln de n à la puissance bêta divergera aussi. Donc par théorème de comparaison et sur les séries, par théorème de comparaison, on récupère que la série de termes général 1 sur n ln de n à la puissance bêta est également divergente. Donc finalement, il ne nous reste plus qu'à traiter le cas où bêta est strictement plus grand que 1, et l'étude sera complète, et on aimerait bien montrer que dans ce cas-là, la série converge. C'est ce qu'on va constater en calculant l'intégrale qui est ici. On va voir que si vous calculez l'intégrale entre a et n, donc de f de t dt avec bêta strictement plus grand que 1, il s'agit d'intégrer, donc je vais l'écrire sous une belle forme de puissance, c'est u à la puissance moins bêta, donc ça va s'intégrer en u à la puissance moins bêta plus 1 sur 1 moins bêta, ceci pris entre ln de a et ln de n. Voilà ce qu'on récupère après le changement de variable, ce qui me permet de récupérer directement le résultat. Alors je vais toujours m'arranger pour mettre la puissance positive, donc comme ici bêta est strictement plus grand que 1, la puissance positive c'est plutôt 1 moins bêta. Donc on va récupérer 1 sur 1 moins bêta que je factorise ici. Alors c'est pas joli là ce que j'ai écrit, donc je vais réécrire. Voilà, 1 sur bêta, là je vais casser la fraction en deux et mettre ces termes-là en facteur. Donc la différence de l'expression qui est ici évaluée en ln de n, donc 1 sur ln de n à la puissance bêta moins 1, j'ai mis la puissance positive au dénominateur, moins 1 sur ln de a à la puissance bêta moins 1. Il y a un moins entre les deux. Alors quel côté de l'inégalité va être intéressant ici? Là clairement le côté de l'inégalité qui va m'intéresser, c'est plutôt ce côté-là qui va m'intéresser, le côté de la majoration. Pourquoi? Parce que l'intégrale entre 2 et n de f de t dt, dans ce cas-là, est une intégrale qui va avoir une limite finie lorsque n tend vers l'infini. Effectivement, ça c'est une constante, ceci est une constante, et comme bêta est strictement plus grand que 1, ce terme-là tend vers l'infini, donc le rapport va tendre vers 0. On en déduit donc que la suite définie par l'intégrale entre 2 et n de f de t dt est une suite qui est convergente. Allez, on est à deux doigts de conclure. C'est une étude vraiment complète. On est à deux doigts de conclure. Donc là, on reprend l'inégalité qu'on a récupérée ici, dans le cas où bêta est strictement plus grand que 1. Donc moi, je ne prends que la partie qui m'intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est que la somme pour k variant de 3 à n de 1 sur n ln de n à la puissance bêta est inférieure ou égale à l'intégrale entre 2 et n de f de t dt, c'est-à-dire est inférieure ou égale à 1 sur 1 moins bêta, qui est une constante indépendante de n, multiplié par 1 sur ln de n à la puissance bêta moins 1, moins 1 sur ln de, alors ici on peut le remplacer par 2, ln de 2 à la puissance bêta moins 1. La suite qui est ici est une suite qui est convergente. Bon, elle converge en fait vers le produit de ces deux termes-là. Donc, étant convergente, elle est majorée. Je vous rappelle que toute suite convergente est bornée, donc en particulier majorée. Je peux donc trouver un nombre grand A, de sorte qu'on ait cette inégalité qui soit valable, quel que soit n supérieur ou égal à 3. Ceci atteste que la suite des sommes partielles associées à la série de Bertrand est majorée. Mais comme on travaille avec une série à terme positif, si la suite des sommes partielles est majorée, la série de terme général 1 sur n ln de n à la puissance bêta converge. Donc la suite, on rédige proprement la fin, pour k variant de 3 à n de 1 sur, oh là là j'ai oublié, c'est des k ici, c'est pas des n, des 1 sur k ln de k à la puissance bêta, cette suite-là est majorée et croissante puisque la série est à terme positif, donc converge. Moralité, la suite des sommes partielles de notre série est convergente, donc la série de termes général 1 sur n ln de n à la puissance bêta converge dans le cas où on est, c'est-à-dire dans le cas où bêta est strictement plus grand que 1
et alpha est égal à 1. Donc on a bien déterminé une étude complète sur notre série de Bertrand. On a bien démontré qu'on avait convergence uniquement dans le cas où alpha est strictement plus grand que 1, et dans le cas où alpha est égal à 1 et bêta strictement plus grand que 1. Alors, quel est le grand absent, quelque part, de toute la démarche qu'on a faite là? On a appliqué les critères sur les séries de Riemann, les théorèmes de comparaison, les comparaisons à série intégrale, les croissances comparées à Thiers-Larigot. Il y a en fait juste le critère d'équivalence qu'on n'a absolument pas employé, et vous avez vu d'ailleurs, j'ai pris soin de ne jamais en parler. Il y a une bonne raison à ça, c'est que du point de vue des équivalents, cette suite-là, on ne peut pas la réduire. Donc là, le critère d'équivalence, il est complètement inopérant. Et c'est d'ailleurs pour ça que l'exercice est si difficile. C'est que la plupart du temps, quand on a un équivalent, on traite ça avec une série de références et c'est réglé. Alors que là, la série, enfin le terme général de la série, il est complètement réduit au niveau des équivalents. Et donc là, c'est à nous de faire des comparaisons avec les séries qu'on connaît pour pouvoir établir la nature de cette série. Donc là, on est sur un exemple véritablement très complet, une disjonction de cas qui utilise plein d'idées, mais vous avez vu que je n'ai pas parachuté les idées, hein, j'ai à chaque fois essayé d'expliquer pourquoi je regardais dans telle ou telle direction. Voilà, donc un Rabiot conséquent, hein, il restait du vin dans la bouteille. Hein.